La nuit est bien avancée quand l'ambulance de réanimation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est appelée dans un EHPAD. Ne touchez pas à la victime. La victime, une résidente âgée, a été retrouvée inanimée. Vu les antécédents, vu l'âge, on peut faire arrêter de suite. Vous savez s'il y a quelqu'un de la famille qui a l'habitude Non, de elle a passer dit tuteur. Elle a juste été tutrice. C'est une tutrice. Des personnes qui viennent la voir habituellement. Malheureusement, la patiente est en arrêt cardio-respiratoire depuis trop longtemps. Malgré la tentative de réanimation des équipiers secouristes, il n'y a plus rien à faire. La caserne de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris. Ici, deux entités cohabitent. D'un côté, la compagnie d'incendie et de secours qui compte 107 personnes. De l'autre, l'antenne médicale et sa trentaine de personnels. Des médecins, des ambulanciers et aussi des infirmiers, comme le sergent Rémi que nous avons suivi pendant 24 heures, le temps d'une garde. Je suis infirmier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai 13 ans de service. Ça fait 1 an que je suis affecté au centre médical de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris. Et si la vie de caserne laisse peu de place à la routine, les journées commencent pourtant toutes de la même façon, par le rassemblement. Antenne médicale Ménilmontant, mon commandement, garde à vous, en repos. Environ 70 infirmiers militaires composent les rangs de la BSPP, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, répartis dans 5 antennes médicales. Et en conducteur, le caporal Goetz, qui sera aussi caporal de jour. Antenne médicale, garde à vous, rompez les rangs. À Ménilmontant, ils sont une quinzaine de médecins, 15 infirmiers, 12 ambulanciers et 1 aide-soignant à se relayer nuit et jour. Il faut savoir que la mission première du service médical aux pompiers, c'est de soutenir nos hommes, donc aussi bien les visites médicales périodiques et tout ce qui est consultation, prise de sang, le suivi. Et ensuite, il y a une deuxième mission, c'est soutenir la population. Et donc dans les ambulances de réanimation, qu'on appelle les AR, où là on décale avec un médecin, un infirmier et un ambulancier. On a Samy, un autre infirmier, qui aujourd'hui justement, c'est un infirmier qui est en service de garde, normalement qui prend que du camion, mais aujourd'hui, il a le bonheur d'être en salle de soins. Donc là, aujourd'hui, il va faire des visites médicales, donc avec les ECG, poids, taille, enfin c'est vraiment de la médecine de prévention. La camionnette freine, il est ralenti, mais il y a un choc frontal, il y a un trauma facial, pas de perte de connaissance initiale, il est resté au sol, pas de vomissement, le casque n'était pas déformé, la moto abîmée mais pas non plus en 1000 morceaux. Et on avait surtout une fracture ouverte du poignet droit, sans trouble vasculo-nerveux. Ouais, au niveau du radius qui était ouvert, voilà, tout ça. Donc demi-poignet. Non, c'était très net. C'était comme si un coup de hache, c'était ouvert comme ça. J'avais bien le cou, il bougeait bien ses doigts. Alors on est confronté à tout type d'intervention. On se partage le travail en fait avec le SAMU, donc on peut faire de l'intervention médicale comme de la détresse respiratoire, de la douleur thoracique, du coma pour des raisons neurologiques toxiques, comme on peut faire de la traumatologie, de l'accidentologie routière, de chantier, de la défenestration. On va avoir une spécificité nous un petit peu plus BSPP. En fait on a un rôle d'organisation des secours dans les interventions multivictimes ou à évolutivité potentielle, type explosion, feu, accidentologie routière, nombreuses victimes, attentats. On a le rôle de premier médecin sur intervention et de directeur des secours médicaux dans ces situations limite catastrophe. Quand on passe quelques heures parmi les pompiers, il y a une expression qui revient tout le temps. On décale. Alors décaler, c'est prendre un départ. Mais avant, en fait, si je connais bien la petite histoire de décaler, c'est qu'à l'époque, c'était pas des engins motorisés, c'était des chevaux. Et on enlevait cette cale quand il y avait un départ, donc on enlevait donc on dit décaler pour enlever la cale. Et c'est ce qui et ce terme il est resté. C'est tout naturellement qu'on dit tous décaler d'ailleurs. C'est une tradition. Ouais. Ce jour-là, Rémi, l'infirmier, fait équipe avec Guillaume, le médecin, et Kevin, l'ambulancier. Il se déplace cette fois pour un homme de 58 ans qui présente une douleur thoracique. C'est l'une des interventions les plus fréquentes des sapeurs-pompiers. Depuis que vous êtes dans le canapé, monsieur, elle est pareille la douleur ou elle a diminué? Non, ça va mieux un peu. D'accord.
Je vous enlève votre chemise, on va vous faire un électrocardiogramme. D'accord? Pour voir le cœur, comment il va. L'homme a déjà été victime d'un infarctus il y a quelques mois. Elle est depuis quelle heure la douleur? 3 heures de l'après-midi? Non, à peu près. Ça fait 3 heures. Entre les membres de l'équipe médicale, les échanges sont précis, concis, les gestes assurés. Il s'agit, dans le temps le plus court possible, de poser un diagnostic, d'évaluer la gravité et de prendre des décisions imposées par l'état du patient. Guillaume, Quoi? t'avais quelque chose avec toi? Mais moi j'aime pas trop le décalage de 5 à 6. Tu vois, il n'y a pas de décalage, mais j'ai l'impression que ça fait un peu une cupule vers le haut. Avec, toi, ça dépasse le... On travaille quand même avec beaucoup d'automatisme et c'est ce qui fait aussi la force de notre métier, c'est on travaille tellement à la base pour y arriver que tout devient un automatisme et c'est pour ça qu'on est efficace dans l'urgence en fait. Et depuis 16 heures, vous avez fait quoi? Vous étiez là dans votre maison? Ok. Ça, c'est normal. Dans ce cas-là, je vais bien une tropo. Un tropo. Allez. Monsieur, je vais vous faire une petite piqûre, d'accord? Hop là. Alors, je me permets de regarder sur votre main. Vu qu'on travaille énormément ensemble, bah, c'est vrai qu'on connaît les petits traits de caractère de chacun. C'est fini. On sait comment chacun est organisé d'habitude. 250. 250. Et c'est vrai qu'on est un petit peu la pièce centrale, le maillon entre l'ambulancier et le médecin. Et c'est vrai que c'est limite eux qui ont cette tâche de s'adapter à nous parce qu'on est un petit peu au centre des gestes techniques par rapport au patient. Le médecin il va être plus dans la prescription et dans la clinique du patient et bien sûr dans la technique quand c'est des très gros soins. Et l'ambulancier va plus être notre aide, notre soutien et voir vraiment, il a cette force de pouvoir nous remplacer par toutes ses connaissances et cette expérience qu'ils acquièrent avec les années en tant que pompier et aussi en tant qu'ambulancier sur ambulance de réanimation. Même si nous, notre prise de sang est normale, il faudra en refaire une aux urgences avec 2-3 heures de surveillance pour être sûr que cette protéine qu'on a cherchée ne monte pas dans le sang. Finalement, le médecin prend la décision d'envoyer le patient à l'hôpital pour des examens complémentaires. Mais son état n'est pas jugé trop préoccupant. Encore une, et c'est bon. Il n'y a absolument pas de routine, on peut faire 2 fois la même intervention pour le même motif et le même diagnostic qui seront complètement différentes parce que ça va dépendre du patient, de l'environnement, de l'étage, de la famille, de tout ce qu'on a et donc il n'y a pas une garde qui ressemble à une autre. Alors voilà notre petit hôpital. On prend le medpack, le sac adulte et le scope. Donc ça c'est notre matériel on va dire de base. Indispensable à tout type d'intervention, on ne réfléchit pas, on prend ça. Suivant l'intervention pour laquelle on a appelé, on a toujours un petit peu d'indices où là on peut prendre d'autres matériels. Donc par exemple si on part sur de la pédiatrie, on a un sac vraiment que pédiatrique. Là c'est notre sac spécialement pour les feux. Après on a ici des malles de damage control. Dedans on a énormément de matériel donc pour tout ce qui est contrôle d'hémorragie. Bah c'est bon, un rasoir ça suffit. Parce que j'en ai même pas en fait. Donc là en fait on a la nomenclature du sac. Donc dès qu'un infirmier arrive au pompier, au bout de allez, 1 semaine, 15 jours qu'il est chez nous, il faut qu'il connaisse tout le camion par cœur. Donc déjà ça c'est la base. Mais quand je dis tout le camion, c'est vraiment le nombre et tout ça. Là, Mini-Mouton, vous êtes présenté à 1339. Vu que c'est de l'urgence, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on a à faire sur intervention et on n'a surtout pas le temps de chercher notre matériel. Donc là, c'est pour ça qu'on leur demande de connaître tout ça. J'avoue que quand ça fait plein d'années, vu que ça change tout le temps, moi j'ai même regardé vos petits bouquins pour rien oublier. L'ambulance de réanimation est une unité mobile des sapeurs-pompiers. Elle est appelée pour des interventions qui nécessitent la présence d'un médecin. Elle intervient auprès des victimes dans un état jugé trop sérieux pour être transportées directement à l'hôpital et qui doivent donc être examinées et stabilisées sur place. Donc là on a notre réserve tampon, on appelle ça. Donc c'est là où on a tout le matériel qu'on a dans les ambulances de réanimation. Donc dès qu'on part sur intervention, on fait un petit listing de tout le matériel qu'on a utilisé. Et on vient se recompléter ici. Il en manquait 2.
Il en manque 2. Ouais, ok, donc j'en barre un. Tu vois. Il n'y en a plus là. Ah, mais ça, c'est des deux, ça. Nouvel appel. Un homme de 82 ans a été retrouvé dans le coma par sa femme, à leur domicile, dans le 20e arrondissement de Paris. Dans le cadre de l'aide médicale urgente, les ambulances de réanimation pompiers et les SAMU sont choisis en fonction, la plupart du temps, de leur répartition géographique et de la proximité par rapport à la victime. Dextro, oui, C'était à 12, je crois. on était à 14,7. Vous n'avez pas fait l'écho? Électro, non. Et au niveau de la température, elle était trop basse pour la prise. Maintenant, sur les interventions bien particulières et surtout en ce qui concerne les risques particuliers des sapeurs-pompiers, effectivement, sur certaines interventions, on préférera déclencher une ambulance de réanimation de la BSPP par rapport à l'interaction avec le commandement sapeur-pompier et aussi par rapport à la formation que l'on a et les éléments de protection individuelle que l'on peut revêtir sur les interventions particulières. Bonjour monsieur. Le patient se trouve dans son lit, plongé dans un coma profond. La myosis complet. Et l'autre côté. À chaque étape, et à tour de rôle, Rémi, l'infirmier, Guillaume, le médecin, prennent le temps d'expliquer à sa femme les soins apportés au patient et ce qui va se passer ensuite. En fait, là, déjà le médecin il va aller l'ausculter. Suivant ce qu'il trouve, tout ça, on va l'orienter dans le bon hôpital et où il y a de la place aussi. Mais dès qu'on le sait, on vous le dit. D'accord. À mon point de vue, c'est pas une bonne idée de l'endormir plus. Donc on va tenter des traitements qui ne sont pas invasifs, la VNI, les traitements médicaux. Mais à mon avis, on fera rien de plus. Je vais voir avec le régulateur SAMU ce qu'il en pense, c'est pas une décision qui se prend seule. Je préfère vous le dire dès maintenant. Sur intervention, la répartition des tâches elle est primordiale. Nous, on a une force particulière, je pense à la BSPP, au sein de nos équipes, c'est qu'on est tous formés de la même manière. Peu importe d'où on vient, peu importe notre expérience, qu'on vienne du milieu civil, qu'on vienne déjà de la BSPP, quand on arrive sur les ambulances de réanimation, on bénéficie tous d'un temps de formation avec des doublures sur le camion pour permettre en fait une meilleure fluidité dans l'intervention parce qu'on travaille tous de la même manière. On a tous les mêmes codes, on se comprend quasiment sans se parler, on sait ce qu'on attend les uns des autres. Bon, là, on va le remettre dans sa position parce qu'il ne supporte pas très bien la position dans laquelle il est. Donc on le remet dans la position de base pour que toutes les constantes redeviennent à peu près normales. Et après là, on va brancarder le patient pour pouvoir l'emmener à l'hôpital rapidement. Tiens, donne-moi un bout. Attention pour lever. Hop. C'est pas grave la perf. On a vu qu'au niveau de son bilan sanguin, c'était vraiment catastrophique d'après le médecin. Donc, ce qui fait que son pronostic, il est quand même engagé. Et c'est pour ça que là, on l'emmène vers l'hôpital pour qu'il y ait une décision qui soit prise pour ce monsieur avec d'autres médecins pour que la décision elle soit collégiale et qu'elle ne soit pas individuelle. Étant donné l'état du patient, le médecin dépêché sur place, la régulatrice du SAMU et le médecin réanimateur de l'hôpital de proximité décident ensemble que celui-ci n'ira pas en réanimation. Des thérapeutiques non invasives sont privilégiées pour son confort. Il décédera à l'hôpital. Sur les lieux, on a pratiqué ce qu'on appelle la biologie délocalisée, c'est-à-dire une prise de sang sur laquelle on analyse le ionogramme, donc le sodium, le potassium et surtout les gaz du sang, c'est-à-dire voir l'oxygène, voir le CO2, le dioxyde de carbone. Là, en l'occurrence, ça nous a permis de poser le diagnostic de coma hyperosmolaire avec, si on peut définir des seuils de gravité, un patient qui était quand même très grave à notre prise en charge. Comment on trouve ces mots avec la famille en fait quand Évidemment, il faut toujours s'adapter à la situation parce que le contact est différent selon la famille, selon les connaissances aussi de la part de l'entourage. En l'occurrence, aujourd'hui, on a été très bien accompagné par une dame qui, à mon avis, comprenait tout ce qu'avait son mari, comprenait surtout la gravité. Je trouve qu'il y avait un très bon contact avec sa femme. Donc j'ai pu me permettre de lui dire que ça ne serait pas rendre service à son mari, que de l'emmener en réanimation, que de faire une intubation et donc une ventilation invasive. Elle a tout à fait compris. Elle a bien vu qu'on essayait de faire au mieux pour son mari. Et arrivé aux urgences, donc quand son état s'est dégradé, il m'a paru important de prévenir sa femme à ce moment-là.
Ce qu'on demande surtout pour un infirmier, c'est d'être posé, réfléchi, calme si possible, mais surtout le travail d'équipe, être altruiste, vraiment aimer l'autre et aussi, de par notre statut militaire, être rigoureux dans son fonctionnement et dans la gestion qu'il a au quotidien ainsi que dans la prise en charge des victimes. Quand on sait qu'on part sur une grosse intervention, on a du stress. Parce que le milieu est très rapide, très speed, ça ne veut pas dire qu'on se laisse dépasser. Et au contraire, je pense que dans du stress positif, on est beaucoup plus efficace. Après, il y a le stress dépassé où là, une situation où on peut être figé, mais je pense que l'expérience joue énormément à pouvoir gérer au mieux notre stress au quotidien. Si on n'était pas en équipe, je pense qu'on gérerait le stress beaucoup moins bien. Parce que là, je sais que moi, je peux m'appuyer sur mon ambulancier et sur mon médecin. Ça m'est déjà arrivé lors de grosses interventions de me retrouver un petit peu tout seul. Et c'est vrai que y a les automatismes qu'on a justement à travailler en équipe, tout d'un coup, ils disparaissent. Et là, le travail devient tout de suite plus difficile et donc plus stressant, bien sûr. Et vu qu'on a moins l'habitude, on gère moins bien notre stress dans ces moments-là. C'est vrai. Il est 21h. L'équipe de l'ambulance de réanimation qui rentre d'une intervention trouve enfin le temps de manger. La nuit est tombée sur la caserne. L'heure pour chacun de vaquer à ses occupations. L'occasion aussi d'un moment de détente avant, qui sait, de repartir pour une intervention. C'est pas loin de Rares sont les nuits sans intervention. Une nuit sur 10 seulement dans les statistiques ne compte aucun départ entre minuit et 6h du matin. Et ce ne sera pas pour cette fois. Là, on est appelé pour quelqu'un qui se serait luxé l'épaule et qui serait très algique, donc on va voir ce qu'on peut faire, comment on peut l'aider. Il est 3h du matin. Bonsoir madame. Voilà. Bonjour monsieur. Ça va? Ça fait mal? Vous la luxez souvent? La dernière fois c'était il y a 2 ans, mais là c'est la 6e fois au total. 6e fois au total, oui, donc quand même assez souvent quoi. Le jeune homme a mal. Le médecin va tenter de replacer son épaule. Au préalable, on lui fait respirer du Calinox, un gaz, mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote, qui va permettre de le détendre et d'atténuer un peu la douleur. Le gaz, vous allez bien respirer dedans autant que vous voulez. Voilà. Ça va monsieur? Ça va. Ça tourne un peu? Ça tourne un petit peu. Ah, ok. Je vais récupérer le bras moi. Lâchez-le tranquillement. Pour le moment je ne tire pas. Ok. Voilà. Respirez monsieur. Concentrez-vous sur la respiration, c'est super. C'est très bien ce que vous faites. On se détend. Ouais, ça détend un peu. Guillaume, le médecin, fait une première tentative. Mais le trentenaire est musclé, ce qui rend plus difficile l'opération. Il est trop contracté. La deuxième tentative se solde encore par un échec. Il va falloir déplacer le patient dans le lit pour pouvoir manipuler le bras plus librement. Je descends un peu plus, c'est tout? Ouais. Oui, vous voulez le faire tout seul? Je vais le faire tout seul. Okay. Pas de souci, monsieur. Vous voulez ma main? Si ça marche pas comme ça, on posera une voie veineuse, on vous endormira tranquillement, ça va relâcher les muscles. Ouais. Et derrière, ce sera beaucoup plus simple pour moi de réduire. Vous voulez pas m'endormir direct? C'est votre choix. Parce que ça me... Ouais. Bah ok, voie veineuse alors. Côté droit.
C'est trop douloureux. Le patient demande à être endormi. L'équipe va lui injecter du propofol, un agent anesthésique intraveineux d'action rapide. L'objectif, éviter l'hôpital. On va y aller, monsieur, ça fait un petit peu planer. Vous allez sentir que vous vous endormez. Une fois endormi, ses muscles enfin relâchés, il est plus facile pour le médecin de remettre son épaule en place. 50. On essaye, monsieur? Ah, c'est déjà beaucoup plus souple sur l'épaule. Tu veux que je le tienne? Non, c'est bon. Ah, ça y est. Ça y est. L'opération a finalement duré à peine quelques secondes, au point que le patient, à son réveil, ne se sera rendu compte de rien. Reste à lui faire un bandage pour maintenir son bras le reste de la nuit, et le tour est joué. Tu veux un petit tour de constante? Ouais, une tension. Madame, vous êtes là? Oui. Bon, il dort, hein, mais il va se réveiller. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une ordonnance pour aller chercher une attelle pour l'épaule. D'accord. Il peut dormir avec le bricolage que j'ai fait là pour la nuit. Ok. Et demain matin, vous allez tranquillement à la pharmacie récupérer cette attelle. C'est un médicament, le médicament qu'on lui a passé, où il y a un effet on-off, c'est-à-dire que dès qu'on l'injecte, il s'endort quasiment dans la foulée, et dès qu'on l'arrête, il se réveille dans la foulée. Donc c'est un médicament très intéressant. Et là, il est complètement réveillé, et puis on a pu lui remettre son épaule. Donc c'est tant mieux. C'est incroyable. J'ai rien compris. Vraiment, j'attendais la suite en fait. Oui, vous avez dit bon, c'est quand que ça va marcher? Non, ça y est, c'est fait. Okay. Super. Ouais, il y a mon médecin traitant qui est de l'autre côté des Butuaux, qui est médecin sportif. Ah bah super. On se laisse une petite semaine, d'essayer de le voir dans la semaine prochaine. L'idée c'est de voir s'il y a trop de luxation, au moment de faire cette butée, ça marche super bien. Merci. Gardez bien ça, là, le bricolage que j'ai fait pour le reste de la nuit, parce que vous risquez de la reluxer sinon. C'est pas qu'on vous aime pas, mais on va être obligé de revenir. Allez, au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Il est temps pour l'équipe médicale de rentrer à la caserne pour terminer sa nuit interrompue. Mais la nuit, décidément, sera courte. Après 2 heures pendant lesquelles les uns trouveront le sommeil, les autres pas, il faut repartir. Salut les gars. Le patient a mal dans la poitrine. Inquiet, il a appelé les pompiers au bout d'1 heure. Et bonjour. Bonjour monsieur. La douleur, elle est toujours là? Ça s'est pas mal calmé. Par rapport à tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est un métier, en fait, malgré tout ce stress, on pense que c'est très speed, mais en fin de compte, plus on est calme, plus on y arrive. Il faut être organisé, parce que je pense que là, c'est un environnement qui est autre que l'hôpital. Donc on n'a pas toute l'ergonomie d'un hôpital. Et on peut se retrouver dans des situations à travailler dans l'obscurité, dans des endroits insalubres, qui normalement à l'hôpital n'existent pas. Et c'est vrai que tout ça, on développe d'autres capacités qu'un infirmier, on va dire, à l'hôpital. C'est un serment. Plutôt un serment. Et c'est sur le côté, c'est derrière le thorax? Non, alors très exactement là. Ok. On attend le résultat de la prise de sang, il faut compter 10 minutes. Dans ce cas-là, je remplis mon dossier. Si vous avez la moindre question, on est à côté. Je pense qu'il faut aussi être très humble, parce que des échecs dans ce métier-là, on en vit. On n'arrive pas toujours à nos objectifs, même si on met tout en œuvre pour y arriver. Et quand on n'y arrive pas, si on n'a pas cette humilité, je pense qu'on peut très mal vivre le quotidien de notre métier. Je vais vous refaire un autre petit électrocardiogramme, monsieur. Ça va. C'est la fête. Maintenant qu'on est là, on fait tout. Donc là, c'est un monsieur qui présente une douleur thoracique. Donc les collègues ils lui ont déjà fait un électrocardiogramme, apparemment qui était plutôt rassurant. Donc nous on lui en a fait un autre pour voir une autre partie du cœur. Et on lui a fait un examen biologique qui mesure des enzymes cardiaques. C'est négatif, docteur. 0,01. J'ai pas le temps d'écrire mon observe, parfait. Voilà. Alors vous libérez? Non, on vous libère pas, monsieur. Oh. J'aimerais bien, mais non.
On va quand même aller à l'hôpital faire au moins une prise de sang. Et si c'est négatif, là, ils envisageront sûrement de vous libérer. D'accord. Ok. Qui est-ce qui va l'emmener à l'hôpital? Ça va être le véhicule des collègues qui va l'emmener vers les urgences pour faire des examens complémentaires. Bon courage, bon rétablissement. Chèvre Michou, là, son coup. Ouais, c'est jamais agréable, de toute façon. Bon, bonne soirée, monsieur. On va essayer. Il est environ 6 h du matin quand l'équipe regagne la caserne. Bientôt l'heure d'entamer une nouvelle journée au service de la population parisienne.